Le jour de mon anniversaire, on m'a offert un gâteau qui disait au revoir bientôt. Je leur ai donné une lettre de mon avocat et je suis reparti avec les 26 millions de dollars. Ils pensaient que j'avais déjà oublié. J'ai senti le froid dans la voix de Daphné dès qu'elle a parlé. Souffle les bougies et retourne te coucher, vieille sorcière, dont la vessie a besoin d'un rappel. Elle plaisantait probablement, mais il n'y avait pas de rire dans ses yeux. Elle tenait un micro comme si elle annonçait ma nécrologie, déguisée en fête d'anniversaire. J'ai expiré vers les bougies vacillantes, le souffle tremblant de fureur contenue, et j'ai regardé quelqu'un sortir le gâteau de sa boîte et le poser sur la table. J'ai rassemblé toute mon émotion lorsque le gâteau a été révélé. Un glaçage rouge glacé a écrit « Au revoir bientôt » sur sa surface. Personne n'a chanté, personne n'a souri. La seule lumière provenait des bougies elles-mêmes, vacillant, défiant maladroitement la cruauté affichée devant elles. Mon petit-fils a levé son téléphone et a pris une photo. Il l'a trouvée hilarante. Il l'a diffusée en direct avec la légende « Fête d'anniversaire de vieille sorcière, lol ». Je me suis portée jusqu'à la table de la cuisine et je me suis assise. La tasse de camomille devant moi dégageait une légère vapeur qui s'envolait vers le plafond, comme des volutes de ma dignité, s'évaporant lentement. À l'intérieur, toutes mes émotions hurlaient, mon cœur battant comme une fente d'aile d'oiseau. Mais, à l'extérieur, je sirotais le thé tranquillement, laissant sa chaleur atteindre ma langue, m'encourageant à rester calme. Les rires résonnaient dans la cuisine. Chaque gloussement marquait les murs de ressentiment. Je levai un bref regard vers Daphné. Elle pencha la tête et ricana, comme pour m'interroger. « Ça va, grand-mère ?» Mais elle n'attendit pas de réponse. Personne ne lui souhaita un bon anniversaire. C'était comme si ma date de naissance était devenue une nécrologie. Je repensais à 6 mois plus tôt. Il y avait une cloison dans le salon. Evan et son conseiller financier se tenaient devant moi pendant que je triais le linge. « Vends la maison, maman, » dit Evan. « Je peux te promettre une victoire dans 6 mois. » J'interrompis mon pliage, pliant un pull en maille en carré discret, et le regardai. « Ces murs abritent nos souvenirs, » dis-je. « Je ne peux pas m'en séparer. Ils m'ont traité de relique. » Une relique qui fait obstacle à ma progression financière, cracha Evan. Il ne réalisait pas qu'en vertu de l'article 368 du Code pénal californien, l'abus financier envers les personnes âgées, comme le fait de les contraindre à céder leurs biens, est passible de poursuites pénales pouvant aller jusqu'à 4 ans de prison et de lourdes amendes. Soudain, la simple signature de leurs documents me parut bien plus sombre. Daphné intervint avec un rire et une sympathie sarcastique. J'avais fait le bon choix. Je le savais. Mais il m'avait catalogué comme rétrograde, obsolète. Ce mot « relique » s'était gravé dans mon esprit comme du verre brisé. Éclat après éclat, s'enfonçant dans ma détermination. Des années de ces affronts, petits mais calculés, s'accumulèrent, me traitant de maladroite lorsque je laissais tomber la vaisselle après avoir cuisiné, ignorant mes tasses de thé de minuit, ridiculisant ma façon de sécher mes larmes dans ma chambre au lever du soleil, rejetant chaque petit réaménagement que j'effectuais pour maintenir l'ordre et le chaos qu'ils avaient eux-mêmes créé. J'étais la constante. Je n'ai pas réussi à disparaître. Je n'étais pas censé survivre assez longtemps pour avoir de l'importance. Je posai le thé et me levai lentement. Mes côtes me faisaient mal après un demi-siècle passé à être écrasé dans l'oubli, mais je me sentais plus droit que je ne l'avais été depuis des années. Je jetai un dernier coup d'œil à ce gâteau, non pas avec nostalgie ou nostalgie, mais avec une concentration sereine. Le glaçage n'avait plus aucune douceur pour moi. La plaisanterie était légère, creuse. Je redressai les épaules comme si je maîtrisais une arme de paix. Je ne marchais pas vite. Je marchais avec détermination. Ils entendirent mon talon sur le carrelage et les rires s'éteignirent derrière moi. Je ne jetai même pas un regard en arrière. Je ne voulais pas nourrir la rage. Au contraire,
je laissais le silence derrière moi recueillir leurs moqueries comme des débris, et dans ce silence, oh, comme je le savourais. Je plantais silencieusement les graines de la réconciliation. Leur tentative de se moquer de ma mort avait au contraire gravé leur chute. L'anniversaire censé marquer ma fin avait cristallisé le début de leur jugement. Et j'allais moi-même le constater. Je traversais le couloir, passais mon doigt le long du mur, traçant les légères stries du papier peint qui m'avait vu servir le thé et réparer les cœurs témoins de ma vie avant qu'ils ne choisissent de la dénigrer. J'ouvris la porte d'entrée et pris une grande inspiration. L'air sentait l'automne et la promesse. Quelque chose de nouveau s'agitait au loin. Je refermai doucement la porte derrière moi. Mes pas réguliers, calmes comme une armure. Ils s'attendaient à l'effondrement. Ils ne savaient pas que je composais simplement la première ligne de ma silencieuse et trempée symphonie de justice. J'avais récupéré le collier que Daphné avait jeté à la poubelle avec colère pendant le dîner. Celui avec un simple médaillon en argent et un minuscule compartiment à l'intérieur que personne n'avait pensé à regarder. Le soir, je l'ouvris et trouvai le petit magnétophone que j'avais porté. Des décennies auparavant, celui que mon mari m'avait offert. Pour les commérages d'urgence, avait-il plaisanté. J'ai dépoussiéré le souvenir de lui. Puis j'ai glissé l'enregistreur dans le médaillon, le serrant contre ma poitrine. Ce matin-là, je le porterai sous mon collier, discret et discret, une arme. Bien en vue. Je les ai entendus chuchoter dans le salon avant qu'ils n'arrivent dans ma chambre. Daphné a dit à son frère Evan, d'une voix basse et calme, « Il ne nous faut qu'une seule signature pour ces documents. Élan, une fois qu'elle aura cédé ses biens, nous pourrons la placer dans l'aile de soins de la véranda moyennant finance. » Son ton était clinique, voire ennuyé. Evan a hoché la tête et a dit, « Considérez ça comme du rangement. Elle est vieille. Elle est obsolète. Autant le faire avec respect. » Plus tard, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai attendu mes comprimés. Ils ont rangé mes médicaments dans un petit gobelet blanc. Toujours les deux mêmes comprimés que j'avais déjà pris au petit déjeuner. Des doses de placebo qu'ils avaient remplacées pour me rendre somnolente. J'ai pris le gobelet dans ma main, je l'ai porté à mes lèvres, j'ai laissé couler l'eau. Mais quand j'ai senti les comprimés sur ma langue, je les ai recrachés dans ma serviette et je les jetés à la poubelle. Non pas parce que je pensais être en danger d'overdose, mais parce que je faisais plus confiance à mon corps colleur. J'allais assister à leur chute. Plus tard dans la nuit, je me suis installée près de ma lampe de chevet. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. J'ai ouvert le magnétophone sur mes genoux et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Daphné, nette et distante. Si elle hoche la tête et signe, on peut la déplacer la semaine prochaine. Sans chichi, sans question. Ensuite, Evan, on s'arrangera pour qu'aucun médecin ne parle de violence, juste d'un déclin naturel après environ. Une autre voix a retenti, ma propre voix, il y a des années, 10 ans. Ceci sera toujours à moi. Mais les autres ne savaient pas que le magnétophone écoutait et se souvenait de chaque mot. J'ai appuyé sur stop et retenu mon souffle. J'ai appuyé sur lecture encore et encore, écoutant leurs plans comme s'ils esquissaient un meurtre en plein jour. Et pourtant, j'étais là, vivant, raide comme un roc, armé de preuves dont ils ignoraient tout de moi. J'ai fermé les yeux et laissé la prise de conscience s'installer. Je n'étais pas brisé. Je n'étais pas vaincu. Et je ne serais pas effacé. Leur plan pour me faire disparaître m'avait donné ce dont j'avais le plus besoin. Une clarté absolue. J'ai soulevé l'enregistreur, l'ai remis délicatement dans le médaillon et j'ai senti le poids familier sur mon cœur. En silence, j'ai remercié pour les années de souffrance qui m'ont appris la patience, pour le manque de respect qui m'a appris la vigilance, pour les mensonges qui m'ont fait croire à la vérité. J'ai remis le médaillon, éteint la lampe et me suis allongé, bien éveillé. La maison était silencieuse.
Les enregistreurs capturaient encore leur méchanceté dans cette minuscule coquille argentée. Et je me suis endormie, sachant qu'un jour, je parlerai à travers lui et que je serai entendue. Lorsque mes os m'ont trahi avec l'ostéoporose, j'ai commencé à me fragiliser et à ressentir des douleurs que je ne pouvais plus ignorer. Un soir, assis au comptoir de ma cuisine, les mains tremblantes, je fixais le bol de restes de nourriture à côté de moi et me demandais si ces déchets pouvaient être transformés en quelque chose de meilleur, de vivant, quelque chose qui pourrait aider non seulement moi, mais aussi les autres. J'ai fouillé dans toutes les recherches que j'ai pu trouver sur la fermentation microbienne et la digestion anaérobie, puis j'ai commencé à expérimenter dans ma chambre d'amis, en transformant ma vieille mijoteuse et mes restes de cuisine en un bioréacteur rudimentaire. Par tâtonnement, j'ai identifié une souche de bactéries fibrolytiques capables de décomposer la cellulose des épluchures de légumes et de les transformer en une pâte riche en protéines que nous connaissons tous sous le nom de tempeh. Mais elle pouvait le produire plus rapidement et avec une rétention nutritionnelle bien supérieure. Je l'ai appelé Neutrabiome, et c'est devenu mon miracle secret de laboratoire. Je n'en ai parlé à personne. J'ai mélangé la pâte fermentée à une soupe pour une voisine dont le diabète l'avait rendue faible et fragile. Elle a récupéré suffisamment pour remarcher, et ce médecin a déclaré que son amélioration était médicalement inattendue. Un jour, alors qu'un centre communautaire manquait de protéines pour un déjeuner, j'ai laissé un récipient près de la porte, étiqueté « Fait maison » à partager. Ils ont trouvé cela dégoûtant et expérimental, et une jeune femme m'a envoyé un texto. Une vieille dame qui fait de la bave de labo comme un méchant de Marvel. J'ai ri ce jour-là, mais au fond de moi, j'ai ressenti une étincelle. Ils ont pensé que j'étais un clown pour ça. Daphné s'est moquée de moi au brunch. Tu fais toujours tes recherches scientifiques bizarres, grand-mère? Toi et tes vieux bocaux de bactéries? Evan a fait semblant d'être inquiet quand j'ai refusé de porter les chaussures orthopédiques sophistiquées qu'ils m'ont achetées, en disant « Tu es coincé dans une capsule temporelle, maman. » Je les ai laissés parler. Ils ne méritaient pas la vérité. Le soir, après être rentré de l'épicerie, je me suis glissé dans ma chambre d'amis et j'ai inspecté ma prochaine fournée. Le liquide a fermenté en une épaisse boue dorée, et j'ai mesuré la teneur en protéines avec un petit appareil de mesure portatif qui émettait un bip sonore. Chaque jour, je l'ai affiné jusqu'à ce que Neutrobiome puisse servir à lui seul de repas enrichi pour une personne âgée, sans aucun supplément. J'en ai stocké des dizaines de bocaux dans mon garde-manger, fermentant silencieusement derrière des haricots en conserve et des sachets de thé périmé, témoignant du génie obstiné de quelqu'un qu'il qualifiait de dépassé. Un jour, j'ai livré un bocal à ma voisine atteinte de bronchite et elle s'est rétablie plus vite que prévu par les infirmières. Lorsque le centre communautaire a constaté que 3 de ses clients avaient cessé de perdre du poids, ils m'ont offert une brique de lait en guise de remerciement. J'ai accepté et souri. Puis j'ai jeté la boîte discrètement, car leur acceptation n'aurait rien signifié. Ils ne comprenaient pas à quoi ressemblait la vraie santé. Ils ne mesuraient que la vitesse, l'éclat et l'approbation sociale. J'ai donc gardé Neutrobiome pour moi, le préservant comme une capsule temporelle de ce que j'avais construit. Ils me critiquaient, mais je le faisais discrètement, car ils pensaient que j'étais devenu obsolète. Ils pensaient que le monde intelligent appartenait aux geeks et aux influenceurs qui savaient faire des selfies boudeurs, et non à une vieille femme qui transformait les déchets alimentaires en vie. Mais pendant ce temps, j'imaginais l'horreur sur leur visage lorsqu'ils découvriraient la vérité. Que la personne qu'ils considéraient comme un vieux projet scientifique était celle-là même qui avait découvert une avancée nutritionnelle capable de soutenir les personnes âgées, les pauvres, les oubliés. Ils ne le savaient pas encore, mais un jour, ils le sauraient. Alors que je suis assise dans le noir, un pot de Neutrobiome à la main, à l'odeur terreuse et saine, je savoure sur ma langue la douceur de la justification. Ceci n'est pas une pâte jetée dans les ordures. C'est de la nourriture, de la résilience, la preuve que même les déchets jetés peuvent devenir salut si l'on comprend la fermentation, la transformation et la persévérance silencieuse. Et un jour prochain, lorsque je le révélerai, ils apprendront à quoi ressemble la vraie valeur. Qu'ils rient maintenant,
Ils pleureront plus tard. Le lendemain matin, j'ai déposé la lettre sur la table à manger, bien en vue, une enveloppe épaisse et formelle, portant le nom de mon avocat, avec une seule instruction glaçante, manuscrite sur le rabat. À ouvrir quand on me croira morte. Je me suis retournée, j'ai boutonné mon cardigan, j'ai pris une grande inspiration et je suis sortie par la porte d'entrée comme si j'allais faire une simple course. Juste avant de fermer la porte derrière moi, je me suis dirigée vers le bout du couloir et j'ai pris le journal local plié sur une chaise. Je l'ai tourné par-dessus mon épaule pour en découvrir la première page. Un article sur une nouvelle génération de protéines synthétiques, ouverte, préfigurant discrètement la récolte que j'avais préparée à partir de restes. Tenant la poignée de la porte derrière moi, j'ai senti les yeux de Daphné se plisser, confus et malicieux. Elle a crié. Grand-mère ne veut pas venir prendre le petit déjeuner. Elle a perdu la boule, ma puce. Maintenant, elle perd la raison. Sa voix a tranché le matin comme une lame rouillée. Je n'ai pas répondu. En descendant l'allée, j'ai tapé un court message sur mon téléphone pour mon petit-fils, Vincent. Je me souviens de tout, rien que de ça. Pas d'émoji, pas de faiblesse. Il l'a lu un instant plus tard et m'a répondu avec 2 émojis de larmes de joie. Mais je n'ai plus regardé mon téléphone avant d'être à mi-chemin de la rue, où le facteur rôdait sur sa tournée. Daphné hurla derrière moi, si bien que les fenêtres tremblèrent. Elle est complètement partie, perdant des millions à cause d'absurdités de bactériphériques. Sa voix brisa le silence que j'avais emporté depuis mon Porsche. Je remontai mon col pour me protéger de la brise matinale et continuai à marcher. Ces paroles étaient censées me faire honte, mais elles me libérèrent. Je sentis le froid de l'obligation se dissiper. Je passai devant une rangée d'érables qui prenaient une couleur dorée au début de l'automne, leurs feuilles flottant comme du ruban adhésif. Les voitures passèrent sans klaxonner. Une joggeuse acquiesça poliment en courant. La dignité tranquille de tout ce mouvement contrastait fortement avec le chaos que j'avais laissé derrière moi dans cette maison. Je m'arrêtai devant un petit café que je n'avais jamais visité, mais que j'avais aperçu depuis la fenêtre de ma cuisine. J'y entra, le dos bien droit, l'enveloppe dans mon sac, et commandai une tisane et des flocons d'avoine aux fruits rouges. Le barista a demandé « Joyeux anniversaire, au fait ». J'ai hoché la tête et murmuré « Oui, c'est vrai ». Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai remué lentement le porridge, regardant la vapeur monter, savourant la force de la chaleur. Derrière moi, les téléphones sonnaient avec les notifications des réseaux sociaux concernant la diffusion en direct de la veille. Quelqu'un avait probablement partagé une capture d'écran du gâteau. J'ai laissé cette nouvelle passer comme un éclair. J'ai ouvert le menu, parcouru la page du bout des doigts et réalisé que j'avais déjà conquis le pouvoir tranquille du futur. Dehors, une femme promenait son chien et me souriait. Je lui ai souri en retour, même si mes joues étaient inondées de larmes. Je n'ai pas pleuré. Je ne voulais pas qu'il le voie. Mais les excuses silencieuses sur mon visage étaient, pour toutes les nuits où j'ai fait semblant de ne pas remarquer leur licenciement. Maintenant, ils comprendraient, et demain cette lettre les forcerait à y faire face. Je n'aurais pas à crier leur péché. Les pages de papier le feraient pour moi. Je siroterais simplement mon thé, chaud et sans hâte, sachant que justice peut être rendue avec grâce et victoire, né de pas silencieux sur une route sinueuse. Les premiers pas de cette route ont commencé au moment où la voix de Daphné s'est brisée derrière moi. Je me souviens de tout et cela m'a suffi. Le jour où les enregistrements ont été rendus publics, tout a changé. Je les avais remis à un journaliste d'investigation indépendant que j'avais aidé. Il m'avait cru même si personne d'autre ne me croyait, sur une simple clé USB étiquetée, à écouter uniquement lorsque la vérité est nécessaire. Ce soir-là, le premier extrait a été diffusé sur les réseaux sociaux. La voix de Daphné résonnait clairement. Elle n'a aucune valeur, elle prend juste l'espace et libéré. Le clip suivant a suivi, d'un ton encore plus sombre. Il suffit d'augmenter son traitement. Elle dormira éternellement.
Le monde a explosé. Les gens ont reculé d'horreur. L'indignation collective s'est enflammée sous le nom de « micro-grand-mât ». Une étiquette ironique qui a enserré le côté grotesque de la cruauté. Mon histoire a fait le buzz sur toutes les plateformes, devenant une tendance nationale d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Fox a fait le buzz sur les podcasts. Les présentateurs de journaux télévisés l'ont surnommé « la justice des aînés » à l'ère du numérique. Les défenseurs de la nutrition, les diététiciens et les scientifiques ont commencé à faire référence à mes travaux. Neutrobiome a été surnommé la révolution des nutriments argentés dans les gros titres. Une délégation de la California Nutrition Association m'a invité. Certains ont été choqués que ce soit moi. Mais lorsque je me suis présenté à leur conférence annuelle à Long Beach, une réunion pour les professionnels de la nutrition clinique, les experts en politique et les chercheurs, je n'étais plus la vieille dame tremblante, mais le sujet principal. Ils ont présenté les possibilités de Nutribome. Une source de protéines végétales durables pour les seniors, validée par le monde universitaire et créée dans ma cuisine. Les commentaires affluaient de personnes que je ne connaissais pas. Elle a sauvé mon grand-père. Je me suis rappelé que ma mère était brillante. Comment ai-je pu ignorer que grand-mère pouvait être un génie des biotechnologies? Pendant ce temps, Daphné et Evan se démenaient à huis clos. Leur vie soigneusement construite se déroulait au grand jour. Les sponsors se retiraient. Les offres d'emploi s'évaporaient. La communauté en ligne, rapide et impitoyable, les avait marqués. Je me suis installé confortablement à ma petite table de cuisine, sirotant de la camomille, tandis que le monde, pour une fois, était témoin de ce calme impénétrable porteur d'une tempête de dignité. Ce n'était pas une vengeance par les cris, mais une vengeance obtenue par la vérité. Leur cruauté était révélée par des clips, des preuves, par la puissance tranquille de quelqu'un qu'ils tentaient d'effacer. Et Nutribome, ce qu'ils qualifiaient de science ancestrale, était désormais cité. Sur des forums consacrés à la nutrition durable des aînés. Je n'étais pas seul sous les projecteurs. J'étais avec des milliers de personnes, édifiées. Mon histoire n'était plus un secret de famille. C'était le salut, une forme fermentée, partagée avec un monde qui en comprenait désormais la valeur. J'ai suivi les événements en sirotant un thé à la menthe dans mon cottage au bord de la mer. Daphné et Evan se tenaient sous les lumières crues du studio, en direct. Le visage de Daphné était pâle, les yeux d'Evan ternis par le regret. J'ai vu le nom du juge défiler sous leurs images. Daphné avait perdu la garde de son enfant, non pas parce qu'elle était une mauvaise personne, selon le jugement, mais parce que le tribunal estimait que celui qui traite ses proches comme un espace à nettoyer manquait d'éthique maternelle fondamentale. Les mots du juge résonnaient. Une mère doit nourrir, pas effacer. Mais la punition s'étendait au-delà de la salle d'audience. Les excuses de Daphné étaient diffusées en direct, sa voix tremblante, implorant son pardon. Elle répéta « Je suis désolée pour la façon dont j'ai parlé, pour ce que j'ai dit. » Mais Internet avait allumé un feu de joie. Les commentaires affluaient sous tous les formats. Texte, réactions vidéo, et même des mèmes. Un message tournait en boucle à l'écran. Tu as traité ta mère comme une ordure. Maintenant, tu vis comme une criminelle. Une famille criminelle. La vidéo d'excuses de Daph a suscité plus de commentaires haineux que de vues de sincères sympathisants. À l'étage, le téléphone d'Evan n'arrêtait pas de sonner. Il avait été licencié dès que son employeur avait vérifié ses antécédents. Le mélange toxique d'indignation publique et de code de crédit en baisse avait scellé le sort de l'affaire. Ils avaient retrouvé une demande de prêt déposée la semaine précédente. Il avait éveillé les soupçons de l'équipe de souscription par des changements dans l'activité de son compte. En 48 heures, il était sans compte bancaire, en retard de paiement, et contraint de s'excuser avec une pancarte. Fil pourri était en vogue avec des émojis de colère sur toutes les plateformes. Je n'ai pas regardé leur diffusion en direct après cette première diffusion.
J'ai plutôt demandé à ma petite fille de m'envoyer un deuxième gâteau, tout simplement à la vanille, avec le glaçage « Bonjour tout le monde », écrit d'une écriture classique, juste assez pour admettre l'absurde idée que le monde le regardait encore, et que j'étais toujours là. J'ai posé le gâteau sur le plan de travail et j'en ai coupé un morceau lentement, délibérément, laissant la mie fondre sur ma langue. Je me suis souvenu de la façon dont ils avaient autrefois considéré ma cuisine comme des restes moisis, et comment maintenant, même ce gâteau me semblait une victoire. Dans les semaines qui ont suivi, des centres communautaires locaux m'ont invité à parler du manque de respect envers les aînés et des solutions alimentaires recyclées. Mon petit chalet est devenu un lieu où chercheurs, journalistes et aînés sont passés, certains avec des appareils photos, d'autres avec des muffins faits maison, mais tous avec la même question. Comment soutenir des personnes comme Hélène Archer? Pendant ce temps, Daphné et Evan prenaient soin de rester à l'intérieur. Lorsqu'ils sortaient, les voisins chuchotaient derrière les rideaux, les traitant de « non-enfants », une épithète cruelle mais juste pour ceux dont la cruauté avait brisé la famille qu'ils pensaient posséder. La véritable tragédie n'était pas la prison. Il n'y en avait pas, mais je vivais chaque jour avec le poids moral de ce qu'ils avaient été et de ce qu'ils avaient perdu au passage. Les jours passèrent et je remarquai le soleil se coucher à travers la fenêtre de la cuisine, effleurant mon épaule d'or. Je souris en passant devant le gâteau. « Bonjour le monde », disait-il. Oui, c'était bien ça. Dans un monde qui tentait de m'effacer, j'avais dit bonjour doucement, fermement, et pour toujours. Et le monde m'écoutait enfin. Je vis maintenant dans un petit cottage niché au bord d'un lac paisible, où les matins résonnent du chant discret des canards et les soirs du bourdonnement des cigales. La maison est modeste, avec un bardage crème patiné, une véranda où je bois mon thé et des fenêtres suffisamment larges pour admirer le doux clapotis de l'eau. C'est ici que j'écris. Mon clavier enregistre quotidiennement des entrées dans un blog public que j'ai créé, Second Harvest Senior Nutrition. Sur ce blog, je partage la science du neutrobiome en langage clair, des recettes, des témoignages de voisins qui ont repris des forces et des conseils pour transformer les restes de nourriture maison en aliments riches en protéines. Il ne s'agit pas de gloire. Il s'agit de donner ce que je peux aux personnes âgées qui n'ont pas les moyens d'acheter des protéines en poudre ou des compléments alimentaires sophistiqués. Il y a quelques semaines, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone et j'ai vu une annonce dans les petites annonces locales. Maison à vendre, urgente, déménagement. La photo représentait l'ancienne maison de Daphné, et j'ai été frappé par un étrange pincement au cœur. Elle était partie. Pas de confrontation finale, pas de conclusion larmoyante, juste un titre rédigé à la hâte et une nouvelle annonce. Cette absence semblait être une excuse suffisante. Je me suis permis un léger sourire, je suis retourné à mon brouillon et j'ai continué à écrire. Nutribum est désormais accessible à tous les centres communautaires et aide à domicile en Californie. Sans frais, sans engagement, sans profit. La licence publique stipule explicitement que sa formule reste open source et non brevetée. Chaque personne âgée mérite d'avoir accès à une véritable alimentation, et non à des calories vides. Des cliniques à but non lucratif dans 3 comtés ont planifié des programmes pilotes. Des instituts de recherche ont demandé à étudier leurs effets sur les personnes âgées à faible revenu. Un tableau discrètement diffusé par les responsables de la santé publique estime que plus de 100 000 personnes âgées ont bénéficié de kits nutritionnels à domicile contenant des sachets de neutrobiome, une reprise de poids, une amélioration de l'hémoglobine et un regain d'énergie. Je n'ai jamais participé à une seule émission de télévision. Je n'ai accordé aucune interview, ni reçu d'applaudissements. Mais chaque semaine, des lettres arrivent, des enveloppes manuscrites à l'écriture charnue, de femmes octogénaires et nonagénaires me remerciant de m'avoir redonné le goût de la vieillesse. Des phrases comme « Merci de me rappeler que la vieillesse n'est pas terminée » ou encore « Je dîne à nouveau grâce à votre ragoût fermenté ». Je les lis sur mon porche, une tasse de thé à la main et les larmes aux joues. Les jours de marché, lorsque la brume du lac s'élève comme une fumée bénie, je me rends au stand des agriculteurs du village.
J'échange du Neutrabiome contre des restes de peau de banane et de fanes de carottes. De minuscules déchets compostables contre de minuscules restes qui alimentent une autre fournée. Les vendeurs me connaissent. Ils me saluent d'un air entendu. Je leur souris en retour et je glisse leurs produits dans un sac en papier qui contient déjà des bocaux en verre de Neutribaume en fermentation sur mon plan de travail. Un jour, j'ai croisé une vieille amie, Joanne, qui m'avait un jour traité de folle qui joue les scientifiques. Joanne s'est penchée, a posé sa main fragile dans la mienne et m'a murmuré qu'elle avait survécu à un hiver sans appétit après le décès de son mari. Mais cet été, elle est sortie, toute tendre envers ses petits-enfants, car elle avait ajouté du Neutrabiome à ses soupes. Aucun rapport officiel ne pouvait saisir la dignité de ses yeux. Parfois, je descends au bord de l'eau juste avant le coucher du soleil. Je dépose un pot de culture usagé dans un petit bac à compost que j'apporte. Je regarde le ciel flamboyant onduler au-dessus du lac et je réfléchis à la façon dont nous devenons plus nous-mêmes en silence, loin du jugement. Mon chalet est désormais isolé, mais c'est un refuge de guérison subtile. Je vois le monde à travers le prisme de la gestion et non de l'héritage. Je touche mes mains tachetées de vieillesse et je ressens de la fierté. Ce sont des mains qui ont bâti la science à partir de débris, l'amour à partir de ferments. Je n'ai jamais eu besoin de leur louange. J'avais seulement besoin de savoir, dans l'humilité de chaque brassage dans ma mijoteuse, que j'avais sauvé plus que des données. Je sauve des possibilités. Lorsque je ferme mon ordinateur portable après un article de blog, le lac murmure dehors. Nous sommes toujours là, semble-t-il me le promettre. Et oui, c'est la vérité. J'ai survécu à leur effacement, sauvé des vies avec les moyens les plus humbles, et je vis maintenant dans une harmonie paisible. La paix n'est pas l'absence de conflit. C'est vivre selon ses propres conditions, faire mûrir le changement jour après jour. La porte frappa doucement, un coup discret que je savais que seul un enfant dans ma vie pouvait frapper. Connaissant ma maison, connaissant les règles, je l'ouvris et découvris une petite fille d'environ 7 ans, le visage encadré de boucles douces et de grands yeux curieux. Elle portait un petit sac en tissu et, derrière elle, une femme qui avait autrefois bénéficié du don de Neutrobiome, ma voisine de ville, en convalescence après une maladie l'hiver dernier. Elle se tenait maintenant, souriante, sans parler. La petite fille lui tendit le sac et dit timidement, « Grand-mère Hélène, un cadeau pour toi. » À l'intérieur du sac se trouvait un dessin, des bonhommes allumettes représentant 2 mains tenant une cuillère au-dessus d'un bol fumant, étiqueté Neutrobiome. Au dos, en lettres soignées, une inscription. Merci d'avoir donné à la soupe de grand-mère un goût de soleil. Je me suis agenouillée et j'ai pris la main de la fille. Dans la cuisine, je nous ai servi une tasse de thé à la camomille. Je lui ai demandé, « As-tu peur de vieillir un jour ?» Elle m'a regardé d'un air grave, a secoué la tête et a dit, « Je trouve que vieillir comme toi, c'est super cool. » J'ai souri et j'ai repoussé une boucle de son front. « Vieillir n'est pas effrayant, lui ai-je dit. La seule chose à craindre, c'est de vieillir et d'être oublié. Mais quand on vit avec un but, quand on met tout son cœur à créer ce que personne n'attend, on devient inoubliable. » Elle a hoché la tête comme si elle comprenait chaque mot. Nous nous sommes assis à ma petite table en bois, près d'une fenêtre où la lumière du soleil dessinait des motifs dorés sur le sol. Je sirotais mon thé, elle sirotait le sien. C'était comme une promesse. L'âge pouvait être beauté, sagesse. Non pas quelque chose à cacher, mais quelque chose à partager. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine. Remplie de bocaux en fermentation, de piles de notes de blog et des cartes non ouvertes qui arrivaient chaque jour. Des mots de remerciement de la part d'aînés qui ont repris des forces, de familles qui ont retrouvé la joie à table. J'ai réalisé que j'avais créé plus qu'une simple recette. J'avais semé l'espoir, et pour cela, je n'avais besoin ni de médailles, ni de récompenses, ni de gros titres. J'avais nourri le renouveau chez des personnes autrefois rejetées comme des bocaux vides. C'était suffisant. Soulignons.
Je ne m'attendais pas à entendre ce doux bruit sur la porte moustiquaire. J'arrosais mes herbes, les mains encore humides et parfumées de menthe et de lavande, lorsque j'ai remarqué une petite silhouette encadrée dans la vitre, ses petites mains pressées contre la douleur, les cheveux tressés, et les yeux pleins de curiosité et d'espoir. J'ai ouvert la porte et elle était là, la petite fille, la fille de la femme que j'avais aidée avec le neutrobiome. La voisine, qui avait failli abandonner l'hiver dernier après son accident de voiture et son diabète, l'avait laissée apathique. La fille de cette femme, âgée de 7 ans, m'a adressé un sourire et m'a offert un dessin hâtif. À l'intérieur, elle portait une enveloppe froissée, dont le papier imprimait la texture de dessin au crayon. Je l'ai invitée à me suivre dans la cuisine. Je me suis lavé les mains, puis je lui ai offert une petite tasse de camomille. Elle avait l'air plus excitée que confuse, et lorsque je lui ai demandé « Veux-tu t'asseoir à table ?», elle a hoché la tête avec sérieux, sans hésitation. J'ai versé le thé lentement, regardant la vapeur de la baguette danser entre nous. J'ai demandé doucement « Est-ce que tu te sens parfois vieille, comme si les autres te regardaient différemment ?» Elle a secoué la tête. Et puis, je trouve ça cool d'être vieille comme toi. Comment réagis-tu à une telle grâce? J'étais partagée entre les larmes et le rire. J'ai pris une petite cuillère et j'ai remué son thé. La vieillesse ne fait pas peur, lui ai-je dit. La seule chose qui vaut la peine d'être craint, c'est de vieillir et d'être oublié. Mais si tu vis ta vie en créant quelque chose que les autres ne peuvent pas facilement effacer, alors ton âge devient ta force. Elle hocha la tête sérieusement, comme si elle gardait cette sagesse au fond d'elle. Je lui ai montré le réfrigérateur où des rangées de bocaux de Nutribaume bourdonnaient doucement derrière une vitre. Elle a suivi mon doigt et m'a demandé « C'est ce truc qui a guéri ma grand-mère ?» J'ai hoché la tête et j'ai dit « Oui, tu sais, ça a été inventé à partir de bric-à-brac, par espoir, par quelqu'un dont on disait qu'il n'avait rien à faire ici. » Elle a appuyé son front contre mon bras et a murmuré « Tu as ta place partout. » Les années avaient passé, mais personne ne considérait ce quartier comme un lieu de rendez-vous. Mais elle était là, les yeux brillants, convaincue que l'on a sa place partout. C'était ce que j'avais espéré, mais je n'avais jamais dit à voix haute que cela comptait. Plus tard dans la journée, des bénévoles du quartier sont passés. Des femmes âgées sont venues chercher des pots de Nutribaume pour leur maison. D'autres sont venus demander des conseils pour apprendre à d'autres à le préparer. Une clinique locale a demandé l'autorisation d'organiser des ateliers gratuits pour aider les familles à gérer leur budget alimentaire et à améliorer l'alimentation des personnes âgées. Tout cela, je l'ai fait discrètement. Pas de gros titres, pas de fanfare, juste des repas sauvés, le moral au beau fixe. Lorsque la petite fille est partie, j'ai refermé la porte doucement. J'ai regardé le jardin dehors et j'ai pensé à mon petit-fils, qui avait filmé la diffusion en direct de son anniversaire il y a des années. Mais maintenant, il était à l'université et étudiait la microbiologie environnementale. Il avait hérité de bien plus que de l'ADN. Il portait en lui une curiosité scientifique, un engagement érudit et un respect de l'âge. Mon héritage avait traversé ce gouffre en silence, du mépris à la nutrition, du rejet à la dignité. De retour à table, j'ai ouvert mon blog. J'ai écrit un nouvel article intitulé « Remembert ». J'y ai décrit comment le silence n'est pas une absence, mais une toile sur laquelle le changement se dessine. J'ai cité des études nutritionnelles et des témoignages de communautés. J'ai posté des photos d'un bol de soupe fermentée à côté d'un dessin d'enfant représentant la lumière du soleil et des cuillères. J'ai terminé l'article par la même phrase que j'avais murmurée un jour à la petite fille. Vieillir n'est pas effrayant. Être oublié, oui. Dans les jours qui ont suivi, les sachets de Nutribaume ont atteint un nombre record de villes. Les bénévoles se sont mobilisés. Les subventions ont afflué pour permettre au Centre pour personnes âgées d'organiser des soirées Nutrobiome. L'expression « héritage sans effusion de sang », forgée par la science, la résistance et les mathématiques, s'est frayé un chemin dans les points clés des colloques sur le vieillissement.
Je ne suis jamais monté sur une estrade. Je n'ai jamais demandé d'applaudissements. Mais dans tout l'État, lorsque des images de personnes âgées riant au lieu de s'affaisser à table ont circulé à la télévision, les yeux illuminés, les nutriments dans un bol, les gens ont compris. Alors que le soir tombait et que les lucioles commençaient à briller de leurs minuscules lueurs bleues derrière la fenêtre, je sirotais du thé sur ma véranda. Le lac miroitait comme un reflet, projetant des ondulations dans les rayons. Je repensais à tout ce qui s'était passé, du gâteau d'anniversaire méprisant à une révolution silencieuse. Je ne ressentais aucune amertume. Au contraire, je ressentais cette vérité. On n'a pas besoin d'un tribunal pour gagner. On n'a pas besoin d'être sous les projecteurs pour compter. Il suffit de persévérer. Mon héritage ultime ne serait pas de l'argent à hériter ni des biens à protéger. Ce seraient des vies nourries, des repas partagés, une science née de la bonté et le refus d'une femme seule de disparaître. Dans ce silence, j'exhalais, libre, dans le souvenir, aimé des étrangers, et enfin, du monde entier. Les aînés soulignent la vie. Après que le jugement eut lieu, non pas en fanfare, mais avec une affirmation discrète, tandis que les feuilles se transformaient en ours d'hiver, le neutrabiome s'est discrètement infiltré dans les programmes pour personnes âgées gérés par le comté, dans les boîtes à lunch des personnes âgées en situation d'insécurité alimentaire, dans les soirées de fermentation animées par des bénévoles dans les centres communautaires où les aînés s'asseyaient autrefois, résignés et silencieux. J'ai continué sur le porche, la porte moustiquaire derrière moi se fermant sans cérémonie, sans que personne ne la casse, et j'ai écrit à ce sujet. J'ai écrit sur la façon dont l'âge est souvent perçu comme un handicap, jusqu'à ce qu'il se transforme en héritage, et sur le fait que le silence n'est pas une oppression, mais la toile sur laquelle la vérité se peint. On m'a rappelé la portée lente mais ferme des lois, telle une marée. En quelques semaines, les services de protection des adultes ont reçu des signalements déclenchés par des vidéos virales. Les procureurs ont discrètement engagé des poursuites pour maltraitance financière envers des personnes âgées en Californie. L'exploitation financière des personnes âgées, notamment par des membres de la famille ou des personnes qui s'occupent d'elles, peut entraîner des sanctions allant d'amende pouvant aller jusqu'à $10 000 à des peines de prison de 2 à 4 ans, selon la gravité. Ces lois, autrefois simples textes pour moi, étaient désormais des outils de justice, élaborés avec la même précision que les réseaux sociaux pour leurs conséquences sur la réputation. Je ne me suis pas réjoui. J'ai simplement constaté que les systèmes conçus pour protéger les personnes vulnérables avaient changé, non pas pour moi, mais pour tous. Les chaînes d'information locales ont interviewé des agents de protection des adultes, citant des extraits de l'article 368 du Code pénal californien, soulignant que l'abus d'autorité ou de documents pour priver une personne âgée de ses biens est un crime. Cela résonnait autant poétiquement que juridiquement. Mon histoire avait révélé le gouffre entre protection juridique et ignorance culturelle, et la loi s'était désormais rapprochée. Dans la lumière bleue de l'hiver, j'ai lacé mes bottes et marché prudemment le long des rives gelées du lac. J'ai observé un reflet dans la glace, mon visage ridé, mais intact. Le vent portait des voix du village. J'ai entendu 2 femmes se disputer doucement en français au marché. C'est étonnant qu'Hélène Archer ne soit pas à la télévision, mais que son nom soit partout. Et puis, il y avait des lettres, tellement de lettres. Certaines enveloppes manuscrites portaient des traces de crayons de nos petits-enfants. Un mot disait: tu m'as rappelé que grand-mère n'est pas un fardeau. Un autre: ma mère a de nouveau mangé comme une reine, grâce à la pâte que vous avez partagée. Des mots qui ne sont pas vraiment dignes d'un projecteur, mais qui ont façonné des vies. Je les ai rassemblés et pressés dans un album intitulé « Quand on se souvient de nous ». Mi-février, j'ai reçu un appel d'une députée locale de l'Assemblée de Californie, une femme à la voix douce qui m'a dit: les femmes du Congrès souhaitent citer votre histoire lors des audiences sur la justice pour les aînés. Cet appel me rappelait vaguement mes premières expériences, des visions que j'avais menées à la lueur d'une bougie dans ma chambre d'amis. Aujourd'hui, les législateurs voulaient les situer afin que le monde puisse constater que la science bienveillante ne se développe pas seulement en laboratoire.
Elle peut naître du compost et du courage. Le portail d'entrée du cottage restait déverrouillé, symbole de confiance, et non de vulnérabilité. De vieux amis me rendaient visite. Joanne, les yeux brillants de larmes retenues, une ancienne infirmière qui avait interdit les erreurs médicales dans sa zone, m'appelait l'inspiration qui n'a pas besoin d'applaudissements. Même le nom de Daphné ne m'est venu à l'esprit qu'une seule fois, lorsque je passais dans sa rue pour faire des courses et que j'ai aperçu un panneau « à vendre ». Aucune satisfaction à voir sa détresse, juste l'affirmation que je n'avais pas disparu. Leur erreur était la mienne au départ, et ils n'ont pas payé de pénalité, mais de perte de pertinence. Par un après-midi gris, une délégation d'une fondation nationale pour le vieillissement a frappé à ma porte. Nous voulons former des professionnels de l'Amérique rurale au Nutribome, ont-ils dit. Je leur ai servi du thé et nous avons parlé de terre, de déchets, de personnes âgées et de l'importance de l'innovation. À leur départ, j'ai lavé délicatement les tasses, souvenir de mains attentionnées quand personne ne voulait rester. À l'approche du printemps, j'ai planté des graines au bord du lac, un mélange de pâquerettes et d'avoine sauvage. Je me suis assise sur la berge et j'ai tracé des cercles concentriques dans le sable, pensant à la façon dont les petits gestes se propagent jusqu'à façonner les communautés. C'était la magie du Nutribome. Des origines modestes, une portée exponentielle. Mon cœur ne portait plus la douleur d'être réduit au silence. Il portait l'écho discret des enfants qui disaient « Une grand-mère comme toi est formidable ». Le monde ne me remarquait pas forcément, mais c'était le privilège de l'authenticité. J'avançais avec simplicité. J'éditais un article de blog, j'envoyais des bocaux au garde-manger, j'écrivais un mot d'encouragement à une bénévole de Sacramento. Je portais des couches de vêtements bleu pastel reflétant le lac pour me rappeler la douceur. L'histoire que je laisserais derrière moi ne serait pas celle d'un criminel ni celle d'un festin viral. Elle serait celle d'une grand-mère qui voyait sa valeur non pas dans le langage de l'héritage, mais dans l'invention. Elle parlerait de nutriments nés de la négligence, transformés en espoir, servant de pansement quotidien sur les bords effilochés de la société. Tel était l'héritage que je portais. Et il a survécu à leurs plaisanteries. Il a survécu aux gros titres. Il a survécu à tout, sauf à la guérison. Pour une fois, je ne me sentais pas une relique. Je me sentais résolue. Et quand le printemps a pleinement fleuri, et que les lucioles se sont mêlées au crépuscule, j'ai chuchoté doucement à la nuit. J'ai survécu au silence. Et le monde, apprenant enfin à se souvenir, m'a fait compter. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous connaissez quelqu'un qui a été négligé, rejeté ou mis en doute, partagez-la avec lui. Dites-lui que la force tranquille peut surmonter les insultes les plus fortes. Et si vous voulez plus d'histoires de femmes, sous-estimées, réduites au silence, mais qui s'en sont quand même relevées, abonnez-vous à Grand Matrou Stories. Parce que lorsqu'une grand-mère parle, le monde l'écoute enfin.